Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine. Comme chaque soir, nous allons donc évoquer l'actualité avec nos invités. Ce soir, Jules Otto, maire de Vieux Habitants. Bonsoir Jules Otto, de Vieux Habitants. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Michel Tola également est avec nous, membre des Insoumis de Guadeloupe. Bonsoir Michel Tola. Guadeloupéenne, bonsoir et Planté, aux invités qui seront là ce soir. Merci à vous. Nous attendons, messieurs, nous devions être en contact en direct également avec Philippe Bélair de la CGTG Santé. On espère l'avoir dans le courant de cette émission. Alors, messieurs, nous allons évoquer depuis le début de la semaine, on en parle, cette grande campagne de vaccination qui a débuté en Guadeloupe. On sait qu'aujourd'hui, 197 personnes se sont fait vacciner pour l'instant. En Martinique, qui sont un peu plus de 300 personnes se sont fait vacciner pour l'instant. Que vous inspire cette campagne de vaccination? Vous êtes dans la méfiance, dans l'attente? Dans quel état d'esprit êtes-vous, Jules Otto? Je suis un responsable, donc ce qui est important, c'est qu'on puisse lutter efficacement contre cette pandémie. Donc la vaccination est un outil. Et donc on est favorable. Et certainement, on est en train de travailler avec l'ARS pour que, en lien avec le conseil départemental, qu'on puisse faire en sorte que le dispensaire de Vieux Habitants soit un site de vaccination pour le territoire. Vous souhaiteriez aussi que les maires soient vraiment impliqués justement dans cette campagne? Bien entendu, je pense que quand on regarde avant, quand il y avait des campagnes de vaccination, ça se faisait au plus près des territoires, dans les dispensaires qui étaient en général dans les communes. Et donc, je pense que les maires ont un rôle à jouer, parce qu'ils peuvent rassurer la population, ils peuvent en lien avec les professionnels de la santé, avec les scientifiques, faire de la pédagogie et expliquer et montrer l'intérêt de se faire vacciner. D'accord. Michel Tola, chez les Insoumis de Guadeloupe et les Insoumis tout court, de manière générale, c'est la même longueur d'onde que Jean-Louis Mélenchon au plan national ou pas? Je pense qu'à titre individuel, certainement, on n'a pas la même opinion, mais d'un point de vue collectif, je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors, il ne nous appartient pas de dire aux gens d'aller ou pas se faire vacciner, ce qui est vrai, et je reste persuadé, j'espère plutôt que ça va rester comme ça, où on ne va pas imposer aux gens de se faire vacciner, ni de manière directe, ni de manière, je dirais, détournée. Mais ce qui est important, c'est que il faut se battre contre cette maladie. Ceci étant, on pourrait se poser la question en Guadeloupe, comme en France, pourquoi il n'y a pas plus de personnes vaccinées? Oui, allez-y. Et je crois que, comme je l'ai dit au départ, il ne m'appartient pas de dire d'aller ou ne pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut comprendre une certaine méfiance vis-à-vis de la population, et ceci est dû au fait de l'ambiguïté du gouvernement depuis la gestion de cette pandémie jusqu'à aujourd'hui, et c'est vrai que beaucoup se posent la question, comment se fait-il qu'en fait, nous avons un vaccin aussi rapidement alors qu'il y a d'autres maladies pour lesquelles malheureusement on n'a pas encore trouvé de solution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est normal que les gens prennent du recul. Pour ma partie personnelle, je pense que je serai de ce même avis. Oui. Philippe Bélair, bonsoir. On sait que vous êtes dans un syndicat dans le secteur de la santé, et effectivement. Vous, comment vivez-vous cette situation et quelle vision avez-vous sous cette campagne de vaccination qui a été lancée en Guadeloupe également? Et est-ce que vous comprenez, vous qui êtes dans le domaine de la santé, est-ce que vous comprenez la méfiance de la population par rapport au vaccin? Alors écoutez, d'abord nous avons fait une déclaration depuis la fin du mois de décembre. Où nous interpellions les autorités sanitaires et politiques, mais aussi nous demandions à la population et aux professionnels de santé d'être vigilants. Pourquoi? Je dois dire qu'il faut que les choses soient très claires. Nous ne sommes pas anti-vaccins. Sauf que
qu'on nous présente comme étant un vaccin, même si j'ai vu que beaucoup de gens sont montés au créneau dernièrement chez un de vos confrères, ce qu'on nous présente comme vaccin aujourd'hui, contrairement à ce qui est défendu sur la place publique, n'est pas véritablement un vaccin. D'accord ? C'est une stratégie thérapeutique de l'école de la thérapie génique. On n'a rien contre, sauf que nous, on estime que, premièrement, il y a d'autres stratégies thérapeutiques bien moins chères qui sont toujours possibles, parce que ces stratégies-là ont été utilisées ailleurs et ont fait leurs preuves, d'une part. Et d'autre part, cette stratégie thérapeutique en question, on n'a pas de recul. Même si on nous dit que oui, il y a 20 ans, certes, il y a 20 ans, mais les données que nous avons, c'est l'usine qui a produit le produit qui nous le donne. C'est un peu l'histoire de l'électroménager, vous savez, les fameux A+, B, pour l'électroménager, c'est l'industriel qui met ça. Il n'y a pas un organisme de contrôle Donc voilà, pour nous, il y a d'autres stratégies moins chères qui auraient pu être mises en œuvre. Et surtout que le gouvernement, les autorités sanitaires et politiques n'ont pas pris la mesure des choses dès le départ. Dès le départ, nous avions écrit 15 jours avant le confinement. Nous avions écrit, nous n'avons pas eu de réponse pour savoir quelle stratégie serait mise en place. Rappelez-vous qu'au début, on ne voulait pas faire ce qu'il fallait faire, et maintenant, on nous fait faire ce qu'il fallait faire effectivement dès le début. On n'y comprend rien. C'est pas moi qui vais vous apprendre à quel point il y a eu incohérence et désordre total. Voilà, on n'y comprend plus rien dans les stratégies qui sont mises en place. On nous présente un conseil. Il y a au moins une quinzaine d'organismes pour conseiller le gouvernement, et dernièrement, même un cabinet privé des États-Unis est venu avec un salaire un salaire mensuel qui correspond à 1000 infirmiers par mois. Excusez-moi, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien, on a l'impression que c'est devenu plus un business qu'une véritable politique de santé publique. Voilà. Jules Otto, vous qui êtes à la tête d'une commune comme Vieux Habitants, est-ce que il y a encore à dire sous la gestion de la crise de manière globale aujourd'hui? Est-ce que vous êtes aussi critique? Non, mais il y a deux choses. Il y a aujourd'hui une campagne de vaccins qui démarre. Ça fait donc on nous interroge là-dessus, et moi je pense que effectivement il faut rester vigilant, il faut rester avec un regard critique. Mais donc, je prends pas l'histoire, les vaccins ont toujours été là pour apporter des solutions quand on est devant des situations telles qu'on vit aujourd'hui. Oui. Donc, après, bon, moi je suis un homme politique et je suis en responsabilité. Je fais confiance, on a toujours fait confiance aux scientifiques, aux professionnels de santé. Je pense que ce sont des personnes qui sont là pour partager, pour accompagner les citoyens dans une situation de santé. Ça, c'est une chose. Après, maintenant, concernant la gestion de la crise, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, depuis le mois de mars, entre les tâtonnements, mais ceci étant dit aussi, on est devant un phénomène nouveau et qu'on avait beaucoup d'incertitudes. On découvrait ce virus, donc il y a eu beaucoup d'incertitudes. C'est vrai qu'on peut avoir un regard très critique sur la gestion de la crise et que petit à petit, on va que les choses cherchent à s'améliorer. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a trop souvent trop de tâtonnements. On a l'impression qu'on avance, qu'on fait un pas en retrait, et ainsi de suite. Mais bon, aujourd'hui, on est arrivé, on connaît la situation, on est arrivé maintenant à pouvoir faire face à la pandémie, de mettre en place une stratégie de vaccination. Je pense que ça doit se jouer au plus près des territoires, rester à l'écoute, laisser à chacun sa place. Les scientifiques sont là, les professionnels de santé sont là, et puis les politiques aussi, on leur a exigé de la transparence, mais aussi demander plus de proximité pour faire en sorte que les choses se passent au mieux et surtout rassurer, parce qu'on est quand même quelque part avec une population, il y a une situation anxiogène, beaucoup d'angoisse. Donc, vis-à-vis de la situation, il n'y a pas lieu d'apporter, quand on est en responsabilité, d'apporter encore
de l'angoisse à la population. Il s'agit pour nous, en tant qu'à vieux habitants sur mon territoire et avec les autres maires qui sont sur le territoire sud-africain, quasiment pour la Guadeloupe, notre démarche, c'est avec Sarkozy Jocelyn au niveau de l'AMG, c'est que les maires demandent d'être plus impliqués, d'avoir les informations au plus près, de nous faire confiance, de partager avec nous un certain nombre d'informations pour qu'on puisse derrière être au plus près. On a sur nos territoires des professionnels de santé, dans le monde libéral, on a un dispensaire à les habitants. Donc il y a des choses qu'on peut faire au plus près de la population. Voilà donc la position en tant que maire de les habitants, mais aussi en tant que maire, partageant avec Joseph Aboti la responsabilité au niveau de l'AMJ. Et donc pour l'instant, vous êtes dans cette implication, dans l'organisation, vous avez le sentiment d'être impliqué ou vous attendez encore tous les mardis, il y a avec le préfet, et il y a avec les professionnels de santé, avec l'ensemble des maires, avec des parlementaires, on est informé sur la situation, sur la crise sanitaire, sur les nouveaux dispositifs, et c'est vrai que dès qu'il y a des points d'alerte, des points de vigilance, nous interpellons le préfet. Le préfet, il me semble, cherche à être à l'écoute. Bon, on n'est pas toujours satisfait de la réponse, mais il y a une écoute. Et puis, ce que je me rends compte que de plus en plus, il y a des propositions qui sont retenues et devant une situation aujourd'hui et que le gouvernement a besoin maintenant aussi des relais sur le territoire, et donc associés effectivement dans la démarche. Et c'est de plus à l'écoute des maires et des associés dans la démarche. C'est pas encore suffisant. Il y a encore des marges de manœuvre, des marges de progrès. Mais bon, on reste optimiste et on dit, devant une situation, on reste unis, parce qu'il n'y a pas lieu, sous cette situation-là, de chercher à tirer profit ici ou là, à se désigner. Il s'agit de la santé des Guadeloupéens. Et donc, de rester très à l'écoute, très vigilant, très critique aussi en même temps, avec les scientifiques, avec les professionnels de santé. Ok. Michel Tola, vous partagez justement cette vision des choses. Il faut vraiment l'implication il faut s'appuyer justement sur les élus locaux. Évidemment, quand on est en responsabilité et quand on est un militant, je crois que les positions peuvent diverger. Je crois que je comprends très bien la position du maire de Vieux-Habitants comme les autres élus de la Guadeloupe. Oui. Ceci dit, je crois qu'il faut effectivement qu'on puisse travailler avec eux si on veut que les choses s'améliorent. Ceci dit, bon, peut-être en Guadeloupe ici, je ne suis pas au premier plan en qualité d'élu pour témoigner, mais j'ai un regard sur ce qui se passe en France et on se constate que ce gouvernement qui, il n'y a pas longtemps, ils ont désigné un certain nombre de personnes justement pour pouvoir travailler sur la question, eh bien c'est déjà un échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, on propose qu'il y ait une certaine, je dirais, proximité. Malheureusement, la proposition des uns et des autres ne sont pas prises en compte parce que ils viennent avec des propositions toutes faites et qui malheureusement, bien souvent, n'est pas adaptées à la situation. Et comme disait M. Belair tout à l'heure, c'est ça qui nous a conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Je voudrais dire également, comme M. Belair, que nous ne sommes pas, en tout cas pour ma part, je ne suis pas anti-vaccin. Mais je crois que, peut-être que je peux me tromper, ce qui nous arrive aujourd'hui est totalement différent de ce qu'on a connu par le passé, par rapport à la rougeole, par rapport à la grippe, etc. Et qui plus est, jusqu'à présent, on ne peut nous dire l'origine de cette maladie-là. Donc tout ça pour vous dire que je fais confiance, évidemment, à la science, c'est normal. Sauf qu'on se rend compte que les scientifiques sont divisés sur la question. Donc comment voulez-vous que le simple citoyen et des élus et des militants qui se battent pour leur population puissent effectivement avoir une idée fixe? Je crois qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a autant de questions, autant d'hésitations par rapport à la population vis-à-vis de ce vaccin. Philippe Belair, justement, on lance la campagne de vaccination, effectivement. Dans quel état quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le personnel soignant? On a appris la semaine dernière qu'il y avait un cluster au CHU, au cœur même du CHU. C'est plutôt inquiétant tout ça. Oui, mais il fallait s'y attendre, M. Planté. Déjà au niveau des agents, excusez-moi, mais j'entends un écho. Je ne sais pas si ça passe bien. Oui, ça passe bien. Allez-y, on vous entend.
au niveau des soignants, il y a aussi des doutes qui planent. Et ça, c'est normal. Parce que je vous rappelle que ça fait des années qu'on se bat. On se bat pour avoir des millions en moyens financiers, en moyens médicaux. On nous a toujours rétorqué que c'est pas possible, et là aujourd'hui on donne des milliards d'un coup, on trouve des milliards. Je ne sais pas si vous savez la différence entre millions et milliards. Ça, c'est comme, ce sont des sommes faramineuses qui sont mises sur la table en ce moment-là, près de 15 milliards pour ce vaccin-là. Donc vous m'excuserez, ça fait des années qu'on se bat. Peut-être que la situation l'exige aussi, peut-être, Philippe Beller, la situation l'exige. Oui, mais attendez, mais la situation l'a toujours exigé. Si on nous avait écouté, comme disait Michel Dola, si on nous avait écouté dès le départ, quand on faisait les propositions, quand on disait qu'il y a un problème, qu'on va à la catastrophe, nous-mêmes en tant qu'organisation, la CGTG, on a toujours dit que nous sommes dans un pays à risque. Et on ne peut pas fonctionner avec un système de santé à flux tendu. Ce n'est pas possible, monsieur. Imaginez aujourd'hui, on va me traiter de catastrophiste peut-être, mais imaginez là, maintenant, en pleine pandémie, on a eu un tremblement de terre ou un gros cyclone. Comment on va faire? C'est vrai, quoi. Comment se fait-il que des responsables politiques puissent être dans une logique de flux tendu? Ça, c'est véritablement l'idéologie néolibérale. Et je vous souligne que partout où cette pandémie a été jugulée, c'est là où l'État est fort. Et là, l'État n'est pas fort. L'État est très faible parce que l'État subit des pressions exogènes, des pressions économiques qui l'empêchent de prendre des décisions, des orientations claires, nettes et précises. Et donc, c'est la source même des hésitations et de la méfiance de la population. Il faut que les politiques, les responsables politiques comprennent ça. C'est bien de demander aux gens de faire confiance. Encore faut-il que dès le départ, ceux qui sont en responsabilité nous inspirent confiance. Or, dès le départ, ils n'ont pas inspiré confiance. Ils n'inspirent toujours pas confiance dans leur fonctionnement. Et c'est dramatique. Enfin, justement, vous avez parlé de pression. Je voulais revenir sur, dans ce contexte de crise sanitaire, nous avons annoncé un certain nombre de restrictions, avec des annulations de rendez-vous culturels, sportifs également, dont le carnaval. Et on a appris que la préfecture autorise donc les groupes carnavalesques à s'exprimer, notamment dans les locaux, dans leurs différents locaux. Est-ce que là, ça vous paraît cohérent tout cela? On nous avait annoncé l'annulation du carnaval, mais peut-être que sous forme de pression du monde culturel, donc il y a eu un petit arrangement et que les groupes peuvent s'exprimer dans leur local. Là aussi, on peut craindre peut-être un attroupement des spectateurs qui vont venir en masse peut-être dans les locaux. Est-ce que là aussi c'est cohérent toute cette décision, Jules Otto? Je pense que aucune décision n'est simple à prendre dans cette situation. Je pense qu'il faut chercher simplement comme on a fait, on a parlé de la nouvelle, ce qu'on appelle Noël Cacado chez nous. Bon, on a fait des manifestations qui a permis que des jeunes puissent montrer que Noël Cacado continue on a profité pour innover, on a profité pour travailler sur la transmission. Bon, donc le préfet a entendu, a écouté. Moi, je parlais de pression. Non, c'est d'avoir une écoute favorable. Il n'y a pas simplement le monde culturel, c'est aussi le carnaval, c'est un lieu d'expression. De permettre à des jeunes, à des moins jeunes qui ont travaillé et qui ont toujours eu ce rituel de s'entraîner dans leur local, et que si on a évalué... Ça va attirer du monde aussi, Jules Otto. Un carnaval qui s'exprime dans son local... Je pense que le préfet a fait un contrat de confiance entre les groupes carnavalesques et puis leur entraînement, et de faire en sorte que ça puisse se passer dans des conditions de sécurité. Et c'est ça qu'il faut... Il faut toujours trouver où on met le curseur entre effectivement des mesures de restriction et en même temps commencer à mesurer éventuellement les dégâts psychologiques, les dégâts des angoisses. Donc avoir un lieu pour s'exprimer, pour oublier ses difficultés, me semble être un moment pour se défouler. Oui. Si c'est possible, je pense que le préfet, avec d'autres, entouré avec des techniciens, entouré avec des professionnels de santé,
à mesurer le risque. Il y a un risque, hein, donc mesurer, mais c'est toujours regarder dans la balance ce risque-là par rapport à un autre risque qui est de rester enfermé, de ne pas trouver des lieux d'expression, des lieux de défoulement. Et aussi le carnaval, c'est un rituel chez nous, en dehors même de ne pas pouvoir défiler dans les rues, mais de pouvoir au moins s'exprimer et de le faire dans son local, en gardant les mesures de sécurité, en faisant en sorte que qu'il n'y ait pas d'attroupement. Je pense que c'est une bonne écoute et c'est une bonne décision. D'accord. Michel Tola, ça vous paraît cohérent ou pas? En toute sincérité, j'ai envie de ne pas m'exprimer sur cette question-là. Il faut vous exprimer. Quand j'ai entendu les propositions, je me suis interrogé. Quand on fait le carnaval, il me semble que ces groupes Groupe APO et les autres, ont une certaine préparation. Ils s'entraînent dès la fin de la période carnavalesque. Les gens commencent à se préparer. Donc, je ne vois pas la différence entre cette période-là et ce qui est proposé aujourd'hui, en tout cas par les autorités. Donc, je comprends qu'il faut un curseur. Mais le curseur, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on peut le mettre et d'autres, c'est soit on peut, soit on ne peut pas. Donc, finalement, moi, d'accord, oui. Si effectivement les acteurs sont d'accord à ce qu'ils s'expriment, j'ai entendu une proposition qui me paraît bien, qu'ils puissent se filmer et qu'on puisse diffuser sur les réseaux, à la télé, etc. Bon, à la rigueur, ça... Comme on a fait pour les chanter Noël. Voilà. Mais pour se filmer, il faut bien qu'ils se retrouvent ensemble et pour s'exprimer, jouer de la musique ensemble. Oui, mais sans le public. Oui, on est d'accord sur le public, mais dans le local, ils font l'entraînement, ils se filment et ils le projettent sur les réseaux sociaux. C'est bien ce que je dis. Si c'est ça, à la rigueur, bon, oui. Mais après, si c'est pour s'exprimer pour soi-même, personnellement, je vois pas l'intérêt. Non, mais c'est pour le projeter pour d'autres qui ne pourront pas regarder le carnaval dans les rues. C'est aussi, c'est ce qu'on a fait pour la Noël, hein. C'est ce qu'on a fait pour le Oui, c'est bien ce que je dis. Si cette solution-là me paraît, encore une fois, je ne vais pas me mettre à l'eau plate. Si ça les convient, pourquoi pas? Philippe Belair, sur la question. Carnaval. Je ne suis pas particulièrement spécialiste du carnaval. Deux principes, à mon avis, qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est que de toutes les manières, le virus, il est là. Quoi qu'on fasse, d'accord? Deuxième chose, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec, hein, et à prendre les précautions, à prendre les précautions nécessaires, même si ça mute, et ça c'est normal. Pour un virus, il faut qu'on apprenne à vivre. Alors je sais pas si ça va combien de temps que ça va durer, mais l'an dernier, cette année ou dans 2-3 ans, il va bien falloir qu'on tranche et qu'on fonctionne avec, quoi. Donc pour le carnaval, bon, je comprends que ça puisse créer des frustrations, mais à mon avis, il vaut mieux y aller mollo. À mon avis, il vaut mieux y aller mollo, mais maintenant, on peut comprendre aussi la frustration quand on voit que on a ouvert les vannes pour l'industrie touristique. Hein. C'est véritablement l'argument que j'ai entendu, en tout cas, que j'ai entendu. Si il y a du monde qui rentre, ben ça veut dire qu'on peut aussi se balader librement et faire notre carnaval. Vous comprenez? Donc, encore une fois, on revient à certaines décisions. Bon, Jules Otto dit effectivement, bon, je peux comprendre, je peux compatir que les décisions, ce genre de décision, c'est toujours difficile à prendre. Il y a une affaire de curseur. Mais voilà quoi. Voilà, les gens, ils prennent pour exemple cette affaire de tourisme, de touristes, parce qu'il y a des milliers en sont venus. Mais ce qui n'est pas faux. Comment? Ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire? Écoutez, c'est la même chose. Il y a toujours de l'attroupement, hein, qu'on le veuille ou pas. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, si c'est valable pour un croisé en créole, ça est bon bourgeois, bon pour qu'on a. Voilà, quoi. Effectivement. Donc, il fallait y penser aussi, quoi. Je sais pas, bon.
On va évoquer un autre dossier, monsieur, le dossier de l'eau. C'est la semaine des auditions dans ce fameux dossier de l'eau et ce syndicat mixte ouvert qu'on nous annonce depuis bien longtemps et qui est prévu pour le mois de septembre prochain. On nous a annoncé également la dissolution du SIAC. Ce n'est pas encore fait. Les discussions sont en cours. Là, les auditions ont été organisées toute cette semaine, notamment à l'initiative de Justine Benin, la députée de Guadeloupe, le sénateur Dominique Théophile. Aujourd'hui, c'était Olivier Servat, le président de la délégation à l'Outre-mer, à l'Assemblée nationale. Alors, que vous inspire aujourd'hui ce dossier, Jules Otto? On a le sentiment que ça tourne en rond. Excusez-moi, pardonnez-moi l'expression. Non, on n'est pas. Ouais, bon, au moins pour une fois, je dirais oui. On a l'impression que ça tourne en rond parce que, alors, il y a des jeux, on va dire, d'acteurs. On voit qu'il y a une conférence CPAP avec le président de région, le président de département avec les PCI, le PCI de Cap Excellence. Oui. Et puis en même temps, on veut chercher une solution guadeloupéenne. De l'autre côté, Guy Losbar, qui avec l'aglo du Nord-Basser, dit qu'il faut effectivement une solution guadeloupéenne et aucun parlementaire de son camp n'ira proposer un projet de loi pour avancer. On voit en même temps Dominique Théophile, je crois qu'il appartient toujours au GUSR, avec Justine Benin, fait une proposition de loi. Donc c'est pas toujours très clair, donc effectivement, ça peut donner l'impression qu'on tourne en rond. Ceci étant dit, ça c'est certains cherchent à récupérer, si on arrive à régler ce problème d'eau à leur avantage, on le comprend très bien, mais ceci étant dit, on voit quand même qu'il y a une volonté. En tout cas, moi, je m'inscris dans cette volonté de régler définitivement et toutes les bonnes volontés, toutes les bonnes propositions, je suis en phase pour dire qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution. Ce qui est important, ne jamais oublier, in fine, c'est de donner une eau de qualité et en quantité à l'ensemble des Guadeloupéens. C'est ça qu'il faut qu'on ait comme fil rouge au bout de la réflexion. Après, chercher à récupérer pour des raisons politiques une opération que l'État cherche à nous accompagner avec les collectivités majeures, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et donc il faut qu'on reste vigilant. En tout cas, moi je suis dans l'agglo du Sud-Basser, je regarde avec beaucoup d'intérêt et les difficultés qu'on a des habitants pour avoir une eau de qualité. Depuis qu'on est rentré dans l'agglo, les difficultés qu'on a pour la question d'eau potable et d'eau et l'assainissement. On était dans un syndicat de la Côte-Souverain sur un périmètre plus petit. On avait un schéma directeur qui allait se mettre en place. Et depuis 2014, je peux vous dire, à notre entrée dans l'agglo Sud-Basser, et avec l'agglo qui a la compétence eau et assainissement, n'entraîne pas des difficultés pour le moment. Donc, si on nous dit qu'on met en place un syndicat unique qui permettra de solutionner et de faire en sorte que tous les habitants, mais en Guadeloupe, ce dossier-là puisse trouver des solutions, je suis à l'écoute et je reste très, très, très vigilant sur les propositions et surtout sur des postures de certains dans ce dossier-là. Michel Tolan, à ce rythme-là, le gouvernement risque de passer en force et nous obliger justement... Alors, je voudrais faire premièrement une remarque. Non, mais avant de faire la remarque, je veux dire que vous rendez compte de la difficulté qu'on puisse faire bénéficier à toute la population un bien qui nous est commun. L'eau sort du ciel, de nos rivières, et on n'arrive pas effectivement à faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, s'agissant de la proposition de loi, je veux rappeler que, en fait, d'après ce que j'ai lu, c'est bien une proposition du gouvernement portée par les parlementaires guadeloupéens. Et moi, ce qui me dérange, c'est de voir qu'il y a des élus qui, depuis tantôt, essaient de travailler sur ce dossier-là. Et comme je le dis, chacun essaie de se tirer la couverture. Je dis que depuis 2009, avant 2009, des maires ont été élus sur le problème de l'eau en Guadeloupe. Ce problème n'existe pas aujourd'hui. Depuis 2009, il a été effectivement conclu des accords avec LKP, avec le gouvernement, qu'on puisse effectivement s'en sortir avec un protocole d'accord. Vous vous rendez compte, jusque-là, rien n'a été fait. Est-ce que, pour ma part, en créant un syndicat unique, chose que je ne suis pas contre, qu'on va pouvoir
ipso facto régler le problème de l'eau. Je ne crois pas. Car le vrai problème, c'est bien l'acheminement principal de l'eau dans les ramifications. Et je prends un exemple. Quand les maires du Nord Grande Terre, M. Artimbe à Port-Louis, M. Delta à Anse-Bertrand, M. Mornal à Petit Canal, avant leur arrivée, il y avait toujours des problèmes d'eau dans cette région-là. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais les Port-Louisiens et les gens du Nord Grande Terre ne peuvent pas dire qu'ils connaissent la même souffrance que les gens de Saint-François, du Gaudier. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès leur arrivée, ils ont mis une politique en place pour remplacer toute la tuyauterie intérieure, que la distribution puisse se faire correctement. Et heureusement qu'il y a les agriculteurs. Parce que si nous avons de l'eau dans cette région Nord-Grande-Terre, c'est parce que les agriculteurs se sont battus pour avoir de l'eau d'irrigation. Et c'est cette eau-là qui conduit en Nord-Grande-Terre, avec des tuyaux neufs. Eh bien, c'est cette chance qu'on a et qui fait qu'on a la possibilité de ne pas connaître les mêmes problèmes ailleurs. Donc, la solution pour moi, ce n'est pas une question de syndicat unique, ce n'est pas une question de structure, mais c'est une question technique qu'il faut résoudre. Et je crois que si l'État nous aimait autant, ils auraient pris à bras le corps ce problème-là, le résoudre, et ensuite dire, je l'ai résolu, maintenant, voilà ce que je propose. On ne peut pas, effectivement, à chaque fois, imposer aux Guadeloupéens des choses. C'est pareil que pour les communautés d'agglo. Aujourd'hui, Jules, il est témoin, parce que j'ai lu effectivement ses propositions par rapport à l'agglo. Eh bien, c'est parce que tout simplement, les élus n'ont pas pu se mettre d'accord pour créer les bonnes structures s'agissant des agglos, que l'État nous a imposé cela. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on ait plus d'élus responsables, d'élus qui puissent se mettre debout devant quel qu'en soit le gouvernement, pas par démagogie, pardon, mais par sincérité et en pensant sincèrement au peuple guadeloupéen. Parce que c'est vrai que les élections arrivent aujourd'hui, tout le monde se bouscule. Les élections passées, on oublie tout. Les élections arrivent, on repense, on rabâche les mêmes choses. Donc aujourd'hui, il faut que le Guadeloupéen puisse se mettre dans la tête que seuls ceux qui effectivement sont à leur côté, seuls ceux qui leur donnent les vraies solutions peuvent effectivement les accompagner. Aujourd'hui, oui, à un syndicat unique. Et moi, je me range sincèrement du côté du président de Cap Excellence, qui en fait... Ah oui. Ah oui, parce que les gens ne lisent pas peut-être, mais quand il fait son analyse, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que, comme dans le Nord-Grande-Terre, à la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre, comme chez eux, ils ont déjà fait beaucoup d'efforts. Donc aujourd'hui, effectivement, ils ont une certaine expérience. Je pense que ce serait bien de les écouter pour voir comment ils ont fait pour régler un certain nombre de problèmes et voir comment on peut avancer avec eux. Philippe Belair, vous, le syndicaliste, que vous inspire ce syndicat mixte ouvert? Ouais, mais c'est pas tout à fait le même type de syndicat. Effectivement, c'est pour vous piquer un peu. C'est une affaire politique, strictement politique, au sens noble du terme. Et moi, très sincèrement, j'estime qu'une démocratie, il faut qu'il y ait de la controverse, il faut qu'il y ait de débat, il faut qu'il y ait parti pris, sinon il n'y a pas de démocratie, d'accord? Seulement, il y a les moments où il faut savoir se mettre d'accord. Il faut savoir impérativement, parce que là c'est vraiment impérieux ça, hein. C'est une affaire de santé publique, hein, aussi. On ne fait pas, parce que je regardais, comment dirais-je, une clinique à Bémao qui a été obligée de stocker de l'eau pour ne pas avoir de problème dans ces activités chirurgicales. C'est quand même à Bémao. On n'est pas à Anse-Bertrand, on est à Bémao, d'accord? Un pays qui a 500, plus de 300 rivières. J'ai ouï dire que nous aurions 500 rivières, mais en tout cas plus de 300 rivières. Hein, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal non plus que ça fait déjà plus de 30 ans qu'on est soi-disant en comment ils appellent ça, en décentralisation, et que ça soit l'État qui
fasse pression pour que les responsables politiques se mettent d'accord. C'est quand même incompréhensible. D'accord, il faut qu'il y ait du parti pris. Moi-même, j'ai mon parti pris. Il faut qu'il y ait du parti pris pour que vive la démocratie. Mais à un moment donné, au nom de l'intérêt général, il faut qu'il y ait un moment donné que tout le monde se dise, bon, ok, on arrête ça. Oui. Ce pays-là a besoin au moins d'une structure qui gère et qui équitablement un bien commun, quelque chose qu'on trouve tout naturellement. C'est pas de l'eau qu'on achète, c'est de l'eau qu'on trouve ici. Tout à fait. Parfait. On va donc lancer les conclusions. Jules Otto, dans cette période, on sait que vous êtes le nouveau maire de Vieux Habitants, dans cette période de crise sociale aussi, c'est compliqué justement de gérer une commune comme Vieux Habitants? Il y a du travail. Je savais que quand j'ai pris la commune, quand j'ai demandé avec d'autres habitants d'avoir la responsabilité de la commune de Vieux Habitants, je savais que la situation allait être difficile. Oui. Je connaissais la situation budgétaire et financière de la commune, mais j'y vais avec la foi, avec optimisme, et mettre en place une nouvelle démarche. Et puis, souvent dans les difficultés, on est amené à innover, on est amené à chercher des solutions nouvelles. Et donc, je suis résolument engagé dans cette démarche de trouver avec les habitants, de trouver avec les autres élus qui sont avec moi et avec les agents territoriaux, des solutions pour mettre Vieux Habitants sur une autre démarche. Et les quelques signaux que j'ai eus depuis les 6 mois, je suis en responsabilité, m'encourage à aller dans ce sens. Ceci étant dit, oui, les difficultés sont là. Je vois bien qu'il y a avec la crise sanitaire une pauvreté qui s'accentue, il y a la crise économique qui est là aussi en même temps, il y a des difficultés d'insertion, donc je veux travailler dans ce cadre-là, faire en sorte que fixer une population sur son territoire, mais en même temps on voit que cette situation de crise sanitaire amène aux gens de réfléchir différemment, d'avoir du comportement, de regarder l'environnement différemment, de regarder, de protéger la biodiversité différemment, de s'alimenter différemment, de produire différemment, de mettre en place ce qu'on appelle des cycles courts. Donc il y a aussi des choses positives et donc il faut retenir cela, tout en sachant que la situation est difficile. Mais voilà, quand on est en responsabilité, il faut de l'optimisme et il faut y croire. Donc j'y crois et j'ai confiance en l'avenir. Michel Tola, dans ce contexte, la France insoumise, les insoumis de Guadeloupe continuent leur implication, leur intégration en Guadeloupe. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Vous savez, comme on a l'habitude de dire, on n'a pas l'ambition de conduire quoi que ce soit, mais si ce n'est d'apporter notre pierre pour que les choses puissent évoluer, comme on a fait aux élections municipales et aux autres élections, avec d'autres qui ont cette bonne volonté de faire avancer le pays. Alors, je ne l'ai pas dit au départ, mais en fait, je crois que nous sommes dans une période de vœux, et vous allez m'excuser de ne pas dire au Guadeloupéens bonne année, mais de dire tout simplement que chez chaque action que chacun fera, que nous puissions connaître des lendemains meilleurs. Parce que c'est la main de l'homme qui peut effectivement faire en sorte que les choses soient mauvaises ou les choses soient bonnes. Et j'ai pour habitude depuis quelque temps de prendre cet exemple-là et de dire que après la guerre 39-45, eh bien... Oui, allez-y. Michel Tola nous a quittés. Eh bien, Philippe Belair. Philippe Belair, donc voilà, c'est terminé pour petit problème technique à la fin de ce magazine avec nos invités. Donc c'était la conclusion. On remercie Jules Otto, maire de Vieux Habitants, Michel Tola, membre des Insoumis de Guadeloupe, et Philippe Belair, secrétaire général de la CGTJ Santé. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Bonne soirée à vous. On se retrouve